Bonjour Montes, vous êtes en train de gagner 1 million de pesos à la télévision argentine avec un concours sur Borges. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le sujet? Oui, c'est moi. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. Et pourquoi avez-vous choisi ce sujet J'ai de commencé de lire Borges quand j'avais 12 ans. Et c'est un concours qui est régulier depuis un certain nombre d'années. Et le sujet peut être aussi bien un écrivain qu'autre chose. Que des autres choses que cinéma, que boxe. Et qu'est-ce qui vous plaît dans Borges? Et la forme dont ils l'écrivent. Et parmi les œuvres de Borges, quelles sont celles qui vous ont le plus touché? Et les cuentos de l'Aleph et l'histoire universelle de la famille. Est-ce comme ça? Oui. Hein? La famille, oui. La famille. Et fiction. Oui. Et plusieurs des autres choses, comme des arguments de cinéma et des autres choses qu'il a fait, c'est poésie. Et quand vous avez connu Borges, est-ce que vous l'avez pas trouvé un monsieur d'un autre âge qui ne correspondait pas tout à fait à ce que vous attendiez de lui, ou vous n'avez été Non, c'est tout à fait ce que je attendais de lui, oui. Jorge Luis Borges, vous avez écrit dans le cours d'une vie consacrée moins à vivre qu'à lire. Est-ce à dire que vous n'avez pas vécu? Je ne fais que vivre depuis le moment où je suis né. Mais à cette époque-là, je croyais que la vie intellectuelle était moins réelle, était moins vivante que la vie, disons, des hommes d'affaires ou des soldats. Tandis qu'à présent, je crois que la méditation, l'étude, la pédagogie, l'oisiveté, le sommeil et le rêve sont tout aussi réels ou tout aussi irréels que la vie des hommes qui mènent une vie active. C'est-à-dire que ce sont de différentes formes de la vie, mais tout est réel, tout est vivant. Zeus ne pourrait pas défaire les nœuds de pierre qui m'enserrent. J'ai oublié les hommes que je fus avant. Je suis l'odieux chemin de murailles monotones qui est mon destin. Galerie droite qui s'incurve en cercle secret au cours des ans. Parapet qu'a démantelé l'usure des jours. Dans la poussière pâle, j'ai déchiffré des traces que j'appréhende. Le vent m'a apporté dans les soirées concaves un mugissement ou l'écho d'un mugissement désolé. Je sais que dans l'ombre il y a l'autre, dont le destin est de fatiguer les longues solitudes qui tissent et dénouent cet Hadès, et de troubler mon sang et de dévorer ma mort. Non, non, cherchons tous deux, pourvu que ce jour fût le dernier de notre attente.
Jorge Luis Borges, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Cela est assez difficile à répondre. À mon âge, je crois que le bonheur personnel n'est pas très important. Il est peut-être plus insignifiant encore que le malheur. Quant à l'humanité, alors évidemment, je suis tellement vieux jeu que je crois au progrès. Puisque vous parlez d'optimisme ou pessimisme, peut-être ce n'est pas inutile de rappeler que ces deux mots ont été inventés comme mots humoristiques. Leibniz croyait que nous vivions dans le meilleur des mondes. Alors Voltaire, qui s'est moqué de lui sous la forme du Pangloss de Candide, a inventé le mot optimiste. Et puis évidemment, une fois inventé le mot optimiste, le mot pessimiste était inévitable. Je crois, dans un sens général, au progrès, mais je penserais plutôt à la ligne spirale de Goethe. C'est-à-dire, je ne crois pas que le mardi est forcément supérieur au lundi précédent ou au mercredi qui le suivra. Mais je crois qu'après quelques centaines ou milliers de lundis ou de mardis, les choses iront évidemment un peu mieux. Vous croyez au progrès. Que signifie cette notion pour vous? C'est peut-être une expression de l'espérance plutôt que de la logique. Mais si je considère l'histoire universelle autant que cela est possible, pour moi, je crois qu'il y a un progrès. Je crois qu'il y a un progrès moral, indubitable. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens présents sont moins cruels qu'au passé. Évidemment, c'est un peu abstrait que de parler du passé et du présent, puisque le présent diffère et nous avons un nombre indéfini de passés. Mais à présent, je vois que même si les gens sont cruels, même si les gens sont trop souvent impitoyables, ils tâchent de justifier leur cruauté. Tandis qu'il y avait une époque où un roi, par exemple, pouvait être innocemment cruel, il n'avait pas besoin de se justifier. Donc, en tout cas, nous sommes arrivés à une bonne étape, l'étape du mensonge et de l'hypocrisie, et cela est déjà quelque chose. Malheureusement, nous vivons dans le temps, nous vivons dans la succession, mais les théologiens de toutes les époques ont pensé que peut-être le temps est une illusion inévitable. Quand je pense à moi-même, par exemple, je me demande si je suis le vieux monsieur qui fait de son mieux pour se rappeler qu'il savait le français à Genève pendant la Première Guerre mondiale, ou si je suis le collégien genevois que j'étais à ce temps-là, ou si je suis une sorte d'animal, d'être inconcevable, fait de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Madame Borges, vous êtes chez vous dans votre maison à Buenos Aires, qui a été celle aussi de votre fils pendant une vingtaine d'années. C'est ça. Mais vous avez vécu avec lui pratiquement de sa naissance
C'est-à-dire il y a près de 70 ans jusqu'à son mariage, c'est-à-dire il y a quelques mois. Donc vous êtes le témoin le plus fidèle, le plus constant de la vie de votre fils. Et très heureuse avec lui. J'aimerais que vous nous parliez un peu de son enfance. Son enfance, nous habitions Palermo. Nous avons un bel jardin. Et il jouait toute la journée avec sa sœur dans le jardin. Est-ce que c'était un enfant gai, heureux de vivre? Non, il était plutôt un enfant avec un amour pour les livres. Il aurait passé toute sa journée en lisant, mais il fallait les faire aller un peu dehors. Et alors, ils allaient au jardin. Et ce goût des livres, comment l'a-t-il eu? Est-ce que c'est un goût naturel ou par éducation ou pour raison physique? Non. Nous étions, mon mari et moi, des grands lecteurs. Et nous avions gardé, heureusement, les livres que nous avions quand nous étions enfants. Alors, avant d'apprendre à lire, il se faisait lire avec moi ou avec sa grand-mère tous les livres des enfants. Alors très tôt, il a pris l'habitude de se faire lire des livres. Oui. Il l'a conservé jusqu'à... Non. Quand il a eu sa vie, quand il a su lire, il lisait tout le temps tout seul. Mais sa vue... Et avec les livres, tout près de la figure, parce qu'il avait une myopie terrible. Alors très jeune, il a été... De naissance. De naissance. Il avait une cataracte. Oui. Comment est-ce qu'on dit? Une cataracte, c'est ça? Oui, mais de naissance. Oui. C'était un héritage. Oui. Il avait hérité de son père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Et ma belle-mère disait que lui était la 6e génération qu'il se rappelait, qui avait la cataracte. Mais cette... On a découvert qu'il avait une cataracte quand il avait 9 ans. Vous pensez l'impression que ça nous a fait de donner des lunettes appropriées. Et il a appris à lire en anglais parce qu'il avait une institutrice. Mon mari ne voulait pas qu'il allait à l'école, de peur qu'il prenne une maladie avec les autres enfants. Quand nous sommes allés en Europe, nous sommes établis à Genève, c'est ça. Mon fils a dû apprendre le français avec un précepteur. Heureusement, c'était le mois de vacances. Il a pu entrer tout de suite, après ces 3 mois, au collège. Le collège à Genève, c'est le collège qui a fondé Calvin. Il est exactement tel quel. On n'a rien fait. Il y a les mêmes pierres dans la cour qu'il y avait il y a des siècles. Un père libre penseur, une mère catholique d'une façon tiède, argentine, une sœur très religieuse, une grand-mère protestante. Mais tout cela n'a pas été une tragédie pour moi. Au contraire, j'ai vu ces religions et l'athéisme de mon père, je les ai vus comme des possibilités intellectuelles, toutes intéressantes. Par exemple, en 1916, je crois que j'ai passé presque une année à lire des livres de théologie évangéliste, luthérienne. Je ne croyais pas exactement à cette théologie, mais tout cela m'intéressait de la même façon que le bouddhisme m'intéressait, que le taoïsme m'intéressait, que les divers systèmes philosophiques, idéalisme, matérialisme, solipsisme, m'ont intéressé.
C'est-à-dire, je pourrais dire, s'il est un peu ambitieux, que je suis le contraire d'Unamuno. Unamuno disait que Dieu était pour lui le producteur d'immortalité. Et moi, j'accepterai l'immortalité à condition d'oublier ma vie présente. Alors, on peut se demander qu'est-ce que l'immortalité signifie. C'est-à-dire que ce serait triste pour moi de penser, après ma mort corporelle, qu'une fois sur la terre, je m'appelais Borges, que j'ai publié des bouquins, que je venais d'une famille militaire, etc. Je préfère oublier tout cela, comme je préfère oublier l'époque que j'ai passée au ventre de ma mère, quoique selon le Freudien, tout cela était très important pour moi. Je crois, quand je parle de Dieu, je parle plutôt d'une essence morale, d'une volonté morale. Je ne pense pas à lui comme un homme. Et je suis un peu fatigué d'être Borges et j'espère être quelqu'un, ou n'être personne, mais en tout cas n'être plus Borges après ma mort. Je suis né au centre de la ville, mais mes premiers souvenirs datent d'ici et d'Adrogué, et de Montevideo aussi, mais surtout de cette banlieue du nord de la ville de Buenos Aires, et de Palermo. Alors j'ai vécu ici, disons, depuis 1900 jusqu'à 1914, quand nous sommes partis pour l'Europe, c'est-à-dire une enfance de Buenos Aires, de la banlieue de Buenos Aires, et puis une jeunesse helvétique, genevoise, est assez différente, non? Mais ce quartier, vous l'avez toujours gardé avec vous, vous l'avez transporté oui, toujours. Partout? Oui, par exemple, à présent, comme vous le savez, j'écris des milongas. Et dans ces milongas, je me rappelle des noms de vies assassins de ce quartier. Je pense à Juan Muraña, à Suárez el Chileno, et je pense à des assassins d'autres quartiers. Mais pour vous dire la vérité, je pense toujours à ce quartier et à mon enfance. Et je pense aussi au premier tango, qui n'était pas du tout triste. C'était une danse joyeuse, non? El choclo, peut-être vous en avez entendu parler, et surtout la milonga qui était plus importante que le tango. Sor Mani, quiero pedirle un favor personal, que será también un favor para todos nosotros. Querría que usted tocara y cantara una de esas milongas que usted canta y toca también. Una de esas milongas, usted ya sabe de cuáles estoy hablando, en las que hay coraje, felicidad y acaso una emoción, una nostalgia contenida y estoica. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copa, cuentos de la Costa Brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos.
Velay, señores, la historia de los hermanos Iberra. Velay, señores, la historia de los hermanos Iberra. Hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin, así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Quand on dit c'est Palermo, alors on pensait, c'était tout de suite, disons, à des hommes courageux et pauvres et stoïques. Et les jardins étaient comme Ah oui. Par exemple, avec ses... Oui, son citronnier. je trouve que ce jardin est assez beau, non? Ce Oui, n'est pas un jardin vaniteux, il doit rappeler ni prétentieux. ceux de votre Non. jeunesse. Mais oui, je ne crois pas que ceci ait beaucoup changé. Ce jardin était là, sans doute. Et vous êtes peut-être grimpé à cet arbre quand vous étiez petit. Non, je ne crois pas. J'étais un enfant très sage. Je n'aurais pas eu le courage de faire cela. C'est ma sœur plutôt qui aurait grimpé dans cet arbre, non? Sa sœur Nora a joué un rôle important dans sa vie aussi. Très important. Ils étaient toujours ensemble, ils jouaient ensemble, ils s'inventaient de jeux, Oui. ils s'inventaient des personnages. Ils jouaient avec des personnages imaginaires. Mais lequel entraînait l'autre, la sœur ou le frère? Dans l'imagination, c'était, Le frère. je crois que le frère. Mais la sœur a beaucoup d'imagination. Mais dans l'action, c'était la sœur. Dans l'action, Parce oui. que Dans l'action, Elle était plus hardie. plus hardi. Et lui la suivait comme son ombre. Moi, j'ai toujours été timide. Maintenant, je le suis plus parce que j'ai perfectionné ma timidité au cours de mes 70 années, ou 70 pour être genevois, non? Et vous revenez de temps en temps dans ce quartier? Non, je ne reviens pas parce qu'il a tellement changé, non? Que j'ai peur que le présent, non, ne fasse pas disparaître le souvenir. Alors je viens fort peu ici parce que je veux garder mes souvenirs. Les rues de Buenos Aires sont les entrailles de mon âme. Non les rues énergiques, encombrées de hâte et d'agitation, mais la douce rue de Faubourg, attendrie de pénombre crépusculaire, et celles plus lointaines encore, privées d'arbres pitoyables, où d'austères maisonnettes s'aventurent avec peine, effrayées par d'immortelles distances, pour se perdre dans la profonde vision du ciel et de la plaine. Alors, si je suis mon passé, mon présent et mon avenir, alors cela signifie que le présent ne doit pas trop me troubler, puisqu'il n'est qu'un moment de quelque chose de vaste et, comme je l'ai dit, était inconcevable. Pour moi, je sais que cette idée de succession correspond chez moi à l'idée du malheur ou du bonheur.
quand je pense, par exemple, aujourd'hui, c'est un jeudi, disons, demain, ce sera un vendredi, hier, c'était un mardi, c'est parce que je ne suis pas heureux. C'est-à-dire que nous tous, nous tâchons de vivre dans l'éternité, nous tâchons de vivre en dehors du temps. Et quand nous ne savons pas trop si ce moment correspond au matin, au midi ou au soir, cela signifie que nous sommes passablement heureux. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'éternité existe ou si l'éternité est une invention des mystiques, des métaphysiciens, des philosophes, mais je sais qu'en tout cas, nous tendons vers là, c'est l'éternité. Et peut-être, en tendant vers l'éternité, nous la créons. Ceci n'est pas une idée qui m'appartient. L'idée que peut-être Dieu n'existe pas, mais que nous sommes tous, d'une façon ou de l'autre, en train de le créer. Peut-être il existera par nos efforts et sans doute par nos malheurs aussi. Peut-être que nous souffrons une rage dedans, nous sommes en train d'aider la divinité à exister. Vous avez dit « Je suis reconnaissant aux guerres mondiales ». Seriez-vous belliciste? Oui, je le suis. Je crois que nous devons beaucoup à la violence. Et je crois que les pacifistes ne sont pas trop logiques. Ils s'attaquent toujours la violence. Mais quand ils s'attaquent la violence, ils pensent à la violence future. Et je voulais leur demander, êtes-vous sincèrement honteux de révolution démocratique? Êtes-vous sincèrement honteux du fait que les Alliés se soient défendus contre l'Allemagne? Ou, si vous êtes des communistes, avez-vous sincèrement honte de la révolution russe? Moi, je n'ai pas honte de guerre. Peut-être parce que ma famille est militaire, j'aurais voulu être un soldat, j'aurais été un très mauvais soldat, je suis personnellement lâche, mais peut-être la lâcheté n'est pas importante. Mais je crois que nous devons beaucoup aux violences passées. Par exemple, à ce moment, nous sommes en Amérique du Sud. Nous parlons français. En tout cas, je tâche de le parler. Peut-être que je ne parle qu'en dialecte argentin du français. Mais ce fait est dû aux violences. C'est-à-dire, ce pays a été envahi par des hommes blancs. La conquête a duré ici jusqu'à 1880. Mon grand-père s'est battu contre les Indiens, comme mon arrière-grand-père s'est battu contre les Espagnols. Nous sommes, comme je dis, en train de parler français. Nous appartenons, dans un certain sens, à la culture française, et tout cela est dû à des violences. Il est vrai que si l'on songe à des guerres futures, on pense qu'elles seront plus horribles que les guerres passées. Moi, je ne crois